Le 14 juillet 1954, en pleine canicule du Berry, le moteur d'Armand s'est arrêté net. 140 hectares de blé. 5 jours avant l'orage. Et la seule pièce qui pouvait sauver sa récolte n'existait nulle part en France. Il est 4 heures du matin sur le plateau du Berry, et le ciel au-dessus de Vierzon est encore une ardoise noire sans étoiles, écrasée par une chaleur qui n'a pas lâché prise depuis 17 jours. Pas un souffle. Pas un frisson dans les blés. 180 hectares de froment se tiennent immobiles sous l'obscurité, denses et dorés, lourds de leurs propres promesses, attendant comme une armée patiente le signal de la faucille. Armand Delacroix traverse la cour à pas lents, la lampe tempête à la main, sa silhouette découpée contre le granit sombre de la grange. Il a 52 ans. Son père avait le même pas, la même façon de poser le talon avant la pointe, la même manière de lever les yeux vers le ciel avant d'entrer dans la journée, comme s'il cherchait dans les étoiles la confirmation d'une décision déjà prise. 3 générations de Delacroix ont marché ainsi dans cette cour, sur ces mêmes pavés usés en leur centre par 100 ans de semelles et de sabots. 3 générations qui ont arraché leur subsistance à ce plateau ingrat et magnifique, à ce pays de chair où la terre est argileuse et lourde, où le gel arrive tard au printemps et où l'été, quand il se décide, brûle tout sans pitié. Armand pose la lampe sur le bord de l'auge et s'approche du tracteur. La société française de Vierzon, modèle HV2, millésime 1952, est garée à l'ombre du hangar comme un animal de trait rentré pour la nuit. Elle est peinte en vert bouteille, une teinte qui a pâli sur les ailes et les flancs mais qui reste intense sur le capot, là où la peinture est abritée du soleil. C'est une machine trapue, ramassée sur ses larges roues en fer cerclé de caoutchouc, avec ce radiateur vertical à lamelles qui lui donne un air de sévérité frontale, presque austère. Rien d'élégant dans ses lignes. Tout en elle est fonctionnel, résolu, bâti pour durer dans un monde où l'on ne jette pas ce qu'on peut réparer. Armand sort le chalumeau de son étui de cuir. C'est le rituel. Le cœur du rituel. La culasse semi-diesel de la HV2 ne s'allume pas comme un moteur ordinaire, pas de bougie, pas d'étincelle électrique. Elle fonctionne par incandescence d'une coupole en fonte, cette pièce maîtresse que les mécaniciens de Vierzon appellent la tête chaude, ou simplement la couronne. Avant chaque démarrage, la couronne doit être chauffée à blanc au chalumeau pendant 3 à 4 minutes. Quand le métal atteint la bonne température, un rouge cerise profond, visible même dans la pâleur de l'aube, alors seulement on engage le démarreur à manivelle, et le moteur accepte de vivre. Armand a fait ce geste 6000 fois. Il le fait avec la précision d'un officiant, dirigeant la flamme bleue sur la couronne avec une patience qui n'est ni impatience ni résignation, mais simplement la maîtrise de ce qui ne peut être précipité. La chaleur monte. La fonte prend sa couleur. L'air autour de la tête de cylindre tremble légèrement, comme au-dessus d'une route en été. Il pose le chalumeau, saisit la manivelle, et d'un mouvement du bras, précis, ample, sans brutalité, il engage le moteur. Le premier cycle est un tout sautement. Le deuxième, un gémissement court. Puis au troisième, le battement sourd du 2 temps éclate dans la cour avec cette violence particulière que seuls connaissent ceux qui ont grandi à côté d'un semi-diesel, une déflagration grave, rythmée, presque cardiaque, qui roule contre les murs de la grange et rebondit sur le toit de tuiles. Poum, poum, poum. La ferme s'éveille à ce son. Les pigeons quittent le fêtage. Le chien dans la cour lève la tête une seconde, puis se rendort. C'est le 6e matin de la moisson. Le ciel commence à pâlir à l'est. La récolte avance bien. Le chemin rural numéro 7, qui relie Vierzon à la route de Mehun, coupe en deux le paysage comme un trait tracé à la règle. D'un côté, les terres des Delacroix. De l'autre, les terres des Krantz. Théodore Krantz a 49 ans et les épaules d'un homme qui a passé 30 ans à charger des gerbes. Sa famille est venue d'Alsace en 1919 quand son père Heinrich, devenu Henri par la volonté des papiers de naturalisation, avait quitté Strasbourg avec une femme, 2 fils, et la conviction qu'une terre neuve vaut mieux qu'une terre meurtrie. Le Berry l'avait accueilli sans chaleur excessive, comme cette région accueille tout ce qui vient d'ailleurs. Avec une réserve polie, un scepticisme tranquille, et l'attente de voir si les nouveaux venus savaient vraiment travailler. Les Krantz avaient prouvé qu'ils savaient. En 35 ans, ils avaient acheté parcelle après parcelle, jusqu'à constituer un domaine de 280 hectares, presque aussi respectable que celui des Delacroix. La machine de Théodore, c'est le Lance Bulldog. Le modèle des 2206, fabriqué à Mannheim en 1950, peint en gris vert avec les inscriptions en rouge, cette silhouette massive et bombée que l'on reconnaît de loin, avec son volant d'inertie proéminent sur le côté droit et son unique cylindre horizontal dont le battement sourd s'entend à 1 km par temps calme. Le Bulldog est une bête allemande, indestructible par conception, taillée pour les terres lourdes et les longues journées. Les paysans du Berry qui connaissent les deux machines disent que le Lance est comme un Bulldog.
Laid, têtu et quasiment impossible à tuer. Ce matin-là, Théodore a démarré son bulldog à 5h15. Il n'a pas de chalumeau, le lance démarre à la décompression, un protocole différent mais tout aussi précis, et depuis 1 heure, la machine ronronne dans sa parcelle nord, avalant les andins à un rythme régulier et sans fantaisie. De temps à autre, Théodore jette un regard au-delà du chemin rural. Il voit la lampe tempête d'Armand se déplacer dans l'obscurité de la cour voisine, et quelques minutes plus tard il entend l'abattement sourd du 2 temps Vierzon qui s'emballe au démarrage. Il reconnaît, ce sont les yeux fermés. Il l'a entendu chaque matin depuis 2 ans, depuis qu'Armand avait fait livrer la HV2 depuis les usines de la ville voisine en faisant, ce jour-là, une entrée remarquée dans la cour de sa ferme, la machine neuve et luisante, la peinture verte encore intacte, les hommes du village venus voir. Théodore avait regardé la chose avec attention. Il avait tourné autour. Il avait demandé à Armand d'expliquer le système de la tête chaude. Armand avait expliqué avec une fierté contenue mais réelle, « C'est fait ici, à Vierzon, à 10 km d'où nous parlons », et Théodore avait hoché la tête en silence, la lèvre légèrement pincée, avec cette expression alsacienne qui peut signifier aussi bien l'admiration que le scepticisme, et qui souvent signifie les deux à la fois. Ce qu'il ne dit pas ce jour-là, et n'avait jamais dit, c'est que la SFV lui paraissait belle. Pas de la beauté d'un objet décoratif, mais de cette beauté sèche que l'on reconnaît dans un outil parfaitement adapté à sa tâche, dans une pièce usinée avec soin, dans une solution trouvée par des hommes qui connaissaient intimement le problème qu'ils résolvaient. La HV2 était une machine pensée pour ce sol, pour ce climat, pour ces hommes. Et cela, venant de Théodore Krantz, était la forme la plus haute du compliment. Entre les deux hommes, la compétition n'était ni hostile ni formulée. Elle existait comme le chemin rural lui-même. Tracée depuis longtemps, évidente, utile à personne en particulier, et pourtant impossible à ignorer. Quand l'un des deux commençait sa moisson un jour avant l'autre, l'autre le savait. Quand l'un perdait 1 heure sur une réparation, l'autre entendait le silence du moteur arrêté et comprenait. Il ne se vantait pas. Il ne se moquait pas. Mais il regardait. En ce matin du 14 juillet 1954, les deux hommes étaient à 2 jours de terminer leur récolte respective. Le ciel était parfait. Le baromètre tenait. Et dans les deux cours, les moteurs tournaient. Le soleil de juillet frappe la plaine du Berry comme un marteau sur une enclume. Il est midi passé de quelques minutes, et la parcelle ouest, 80 hectares d'un seul tenant, le plus grand champ du domaine de la Croix, celui que le grand-père avait remembré à force d'achats patients sur 40 ans, tremble sous la réverbération. Les épis sont secs à la perfection, le grain dur, le taux d'humidité exactement là où il faut. C'est la journée que tout céréalier attend depuis le mois de mars. La SFV HV2 tourne depuis 12 heures sans interruption. Armand est à la manœuvre, debout sur le marchepied arrière, les yeux mi-clos contre la lumière, guidant la machine dans ses andins avec les gestes économes d'un homme qui n'a jamais eu besoin de réfléchir à ce qu'il faisait depuis longtemps. Le moteur 2 temps bat son rythme de croisière, ce poum-poum lent et régulier qui depuis 2 ans est devenu pour lui aussi naturel que le bruit de son propre cœur. La chaleur monte du capot en ondes visibles. C'est normal. C'est prévu. La fonte travaille, le métal respire. Puis il y a le son. Pas une explosion. Pas un claquement métallique aigu comme on l'entend quand une bielle casse ou qu'un roulement lâche. Non, quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grave. Un son sourd et résonnant, comme une pierre de rivière fendue par le gel, comme la poutre d'une grange qui cède sous le poids de la neige. Un craquement intérieur, viscéral, venu du cœur même de la machine. Le moteur perd ses révolutions en 2 secondes. Puis s'arrête. Le silence qui suit est absolu. Armand descend du marchepied sans se précipiter, parce que l'expérience lui a appris que se précipiter ne sert à rien, que les machines qui se taisent brusquement ont leurs raisons et que ces raisons demandent à être lues avec calme. Il soulève le capot. La chaleur qui en sort lui frappe le visage comme l'ouverture d'un four. Il laisse passer 30 secondes, puis approche. La couronne est fendue. La fissure court le long de la soudure supérieure de la coupole, une fracture nette, propre, d'environ 4 cm, exactement là où la paroi de fonte est la plus mince et où les cycles de chauffe et de refroidissement accumulent, saison après saison, leurs contraintes invisibles. La couronne. Cette pièce de fonte gris sombre hémisphérique, pas plus grande qu'un bol à soupe, qui est pourtant le cœur absolu du moteur semi-diesel, a cédé sous la fatigue thermique. Il faut comprendre ce que cela signifie. Le moteur de la SFV HV2 n'est pas un moteur à allumage commandé. Il n'y a ni bougie, ni distributeur, ni étincelle électrique d'aucune sorte. Le principe de la tête chaude est plus ancien, plus radical. La couronne en fonte, chauffée à l'incandescence avant le démarrage et maintenue à haute température par la combustion elle-même, joue le rôle d'une chambre d'inflammation permanente.
Le carburant, un mélange de gazole et de pétrole lampant, est injecté directement contre cette surface incandescente, s'y vaporise instantanément et s'enflamme par contact. Pas d'électronique. Pas de précision horlogère. Juste du métal chaud et du combustible, dans un rapport que les fondeurs de Vierzon ont mis 20 ans à perfectionner. La couronne n'est pas une pièce interchangeable au sens ordinaire du terme. Elle est usinée selon des tolérances très précises, épaisseur de paroi, géométrie interne de la coupole, qualité de l'alliage de fonte. Parce que si ces tolérances ne sont pas respectées, la chambre de combustion soit ne chauffe pas suffisamment, soit surchauffe et fracture à nouveau. C'est une pièce que l'on ne bricole pas. Que l'on ne remplace pas par autre chose. Que l'on ne contourne pas. Sans couronne intacte, la HV2 est morte. Armand reste debout devant le moteur ouvert pendant peut-être 2 minutes, les bras le long du corps, regardant la fissure. Dans la parcelle, les 80 hectares de blé attendent, immobiles, indifférents. À l'horizon, le ciel est blanc de chaleur. Pas un nuage. Pour l'instant. Armand arrive au dépôt de pièces détachées de Vierzon à 14h30. Il connaît l'adresse par cœur, une cour intérieure derrière la rue des Forges, à 200 mètres des usines SFV dont on entend encore, par temps calme, le souffle des souffleries de fonderie. Le responsable du dépôt s'appelle Bernard Lafont, la cinquantaine, tablier gris, lunettes rondes. Il connaît Armand depuis 10 ans. Il lui serre la main avant même qu'Armand ait parlé, parce qu'il a vu son expression en entrant. Armand pose la couronne fracturée sur le comptoir. Bernard la prend, l'examine, retourne la pièce dans ses mains avec le sérieux d'un médecin palpant une fracture. Il n'a pas besoin de chercher la référence, il la connaît. SFV, 1144. Couronne de tête chaude, modèle HV2, fonte GG25, usiné Vierzon. Il dit « Je n'en ai pas ». Il le dit directement, sans préambule, parce que c'est un homme honnête et qu'il sait qu'Armand n'est pas venu pour entendre des circonlocutions. Il explique. La semaine précédente, une commande groupée de l'Association des céréaliers de la Creuse avait vidé son stock de couronnes HV2. Il lui en restait 2 en début de semaine. Il n'en a plus aucune. Armand demande pour l'entrepôt régional de Bourges. Bernard décroche le téléphone, compose le numéro, attend. La conversation dure 4 minutes. Il raccroche et dit « Bourges n'a pas de stock de HV2-1144 non plus. Leur fonderie de sous-traitance est engagée sur une commande municipale, des pièces pour les pompes d'assainissement du département, jusqu'à la fin du mois. Le prochain coulage de couronne HV2 est prévu dans 6 jours au minimum. Livraison au dépôt de Vierzon, 7 jours, peut-être 8 si le transport n'est pas disponible immédiatement. 7 jours. Armand remercie Bernard, reprend sa couronne fracturée, et sort dans la rue. Il s'arrête sur le trottoir, dans la chaleur de la rue des Forges, et il fait le calcul. Il le fait debout, sans papier, parce que c'est le genre de calcul qu'un céréalier fait dans sa tête depuis qu'il est en âge de comprendre ce que signifie une fenêtre météorologique. La moisson a commencé le 9 juillet. Nous sommes le 14. Il reste, selon les estimations les plus optimistes du bulletin météorologique de la Chambre d'agriculture, 4 à 5 jours de beau temps stable avant qu'une perturbation atlantique ne remonte depuis la Gironde. 4 jours. Peut-être 5. 7 jours contre 5. Il ne peut pas attendre. Il rentre à la ferme. En passant devant la propriété Krantz sur le chemin rural 7, il remarque que le bulldog est arrêté dans la parcelle nord, capot ouvert, Théodore accroupi sur le marchepied. Une panne. Armand ralentit. Théodore lève la main. Ça va, pas grave, et Armand reprend sa route. Ce soir-là, Théodore téléphone à l'intermédiaire Lance de Châteauroux, un négoce allemand installé en Berry depuis 1946 pour desservir les agriculteurs équipés de matériel Lance, Fan et Deutz. La conversation est courte. La pièce, un joint de vérin hydraulique, référence Lance des 2206 H7, est en stock à Châteauroux. Le coursier part le lendemain matin à 6 heures. Livraison à la ferme Krantz avant 9 heures. Le lendemain matin à 9h20, Armand entend le bulldog reprendre son battement sourd dans la parcelle nord. Il est dans sa cour, assis sur le muret de la citerne, et il ne dit rien. Le cahier de son père est rangé dans le tiroir du bas du secrétaire en noyer, sous les actes notariés et les bordereaux de livraison des années 40. Armand ne l'a pas ouvert depuis la mort de son père en 1947. C'est un cahier d'écolier à couverture de toile noire, les pages jaunies, l'écriture serrée et régulière d'un homme qui avait appris à écrire à une époque où l'écriture était un privilège et non une obligation. Émile Delacroix avait tenu ce cahier pendant 30 ans, notant dans ses colonnes les noms, adresses et spécialités de chaque artisan, forgeron, charron, mouleur,
mécanicien et marchand de pièces qu'il avait fréquenté dans un rayon de 100 km autour de Vierzon. Armand le feuillette à la lueur de la lampe, à 22 heures, les coudes sur la table de la cuisine. Il cherche quelque chose qu'il ne saurait pas exactement nommer. Un nom, une adresse, une compétence assez rare et assez précise pour que personne d'autre n'ait eu l'idée d'y recourir. Il tourne les pages. Maréchaux ferrant. Charron. Rémouleur. Chaudronnier. Tourneur sur métaux. Son père connaissait tout le monde. Son père avait eu toute sa vie la conviction que la connaissance des hommes de métier était un capital aussi précieux que la terre elle-même. Et puis, à la lettre T, page 47, une entrée à l'encre légèrement différente, plus tardive, ajoutée peut-être en 1944 ou 1945. Touzet, Marcel. Ancien apprenti mouleur, fonderie SFV Vierzon, 1928 à 1948. Retraité. Saint-Amand-Montrond, rue du Vieux Moulin. Spécialité, moulage en sable, fonte grise, tolérance moteur semi-diesel. Homme sérieux. Armand lit la ligne 3 fois. Il referme le cahier. Le lendemain matin à 7 heures, il prend la traction avant et met le cap au sud. Saint-Amand-Montrond est à 40 km de Vierzon par la route de Bourges, une route droite qui traverse le plateau en le coupant en deux comme une lame. Armand la connaît bien. Il a fait ce trajet une dizaine de fois dans sa vie pour les foires aux bestiaux et les réunions de la chambre d'agriculture. Il ne l'a jamais fait avec la couronne fracturée d'un moteur posé sur le siège passager enveloppé dans un chiffon de jute. La rue du Vieux Moulin est une impasse en limite du bourg, bordée de mûriers et de quelques maisons basses au crépiocre. Au numéro 7, une grille en fer forgé ouvre sur un jardin soigné, des rangs de haricots, une treille, un figuier contre le mur du fond, et derrière le jardin, un petit bâtiment en pierre dont la porte entr'ouverte laisse passer une odeur de charbon et d'huile minérale. Marcel Touzet est dans le jardin, accroupi entre ses rangs de haricots, en train d'attacher des tuteurs avec des brins de raffia. Il est petit, sec, avec des mains d'une grosseur disproportionnée par rapport à son corps, des mains larges, aux phalanges épaissies par l'arthrose, aux paumes marquées de cicatrices rosées en croissant que laisse le métal en fusion quand il éclabousse. Il lève les yeux sur Armand sans se lever, sans marquer de surprise, avec le calme de quelqu'un qui a depuis longtemps cessé de s'étonner de ce que les gens viennent lui apporter. Armand dit son nom. Mentionne Émile Delacroix, son père. Marcel hoche la tête, il se souvient d'Émile. Il dit « Entrez donc ». Il s'assoit sur le banc de pierre devant la forge. Armand déballe la couronne et la pose entre eux. Marcel la prend avec les deux mains, la soupèse, la fait tourner lentement. Il passe le pouce sur la fissure, en suit le tracé sur toute sa longueur, s'arrête à chaque extrémité pour évaluer la profondeur. Ses yeux, derrière des lunettes à monture de fer, sont concentrés et absolument calmes. Il ne parle pas. Le silence dure 3 minutes. Puis Marcel pose la couronne sur ses genoux et dit « C'est la SFV 1144. Fonte GG 25. Épaisseur de paroi 7 mm au sommet, 4,5 sur les flancs. La fissure est sur la soudure du moulage, c'est là que la pièce est toujours la plus fragile. » Armand dit « Vous pouvez en faire une. » Marcel regarde à nouveau la couronne. Il la retourne une dernière fois. Il la repose sur le banc entre eux. Il dit « Je vais essayer. » La forge de Marcel Touzet occupe le bâtiment en pierre du fond, une ancienne buanderie reconvertie dans les années 30 quand il avait commencé à pratiquer son métier en dehors des heures de l'usine, pour des travaux que ses voisins lui apportaient, des pièces de charrue, des douilles de roue, des manchons de transmission pour les batteuses. C'est une pièce de 6 mètres sur 4 au sol en terre battue damée, avec un établi de chêne massif le long du mur nord et contre le mur et le foyer une cuve en briques réfractaires de 80 cm de diamètre, alimentée par un soufflet à double action fixé au mur et manœuvré par une manivelle en bois poli. Au centre, sur une plateforme surélevée de 2 briques, la boîte à noyaux. Un cadre en bois de châtaignier d'environ 60 cm de côté, rempli de sable de moulage. Sur les étagères, alignés avec une précision qui rappelle une armoire à pharmacie, les outils de modelage, spatule en bois, broche en fer, tampon de tassement, pelle de coulée en fonte grise. Dans le coin gauche, un creuset de 6 kg en terre réfractaire et à côté, une caisse en bois de peuplier contenant ce qui reste de la réserve de fonte de Marcel. Quelques lingots de fonte GG25, gris argent à la cassure, dense et froid au toucher. Marcel fait l'inventaire de ces lingots devant Armand sans cérémonie. Il les pèse sur une balance romaine fixée à la poutre. Il note un chiffre sur un bout de papier. Il me faut environ 3 kg de métal en fusion pour une couronne HV2 avec les pertes de coulée, dit-il. J'en ai 4 kg 200. C'est assez pour un essai. Un seul. Il dit cela sans dramatisme, comme un mécanicien qui annonce qu'il lui reste assez d'huile pour une vidange.
Armand enregistre la phrase dans toute sa signification, une seule tentative. Si la coulée est mauvaise, si la pièce présente des soufflures internes, si la géométrie est fausse, si le métal a refroidi trop vite ou trop lentement, il n'y a pas de deuxième charge. Marcel prend la couronne originale fracturée et la pose sur l'établi. Il sort d'un tiroir un compas d'épaisseur, un calibre à mâchoire et une loupe à manche. Il commence à prendre des mesures qu'il note sur son bout de papier avec un crayon à papier tenu entre le pouce et l'index de sa main droite. Cette main qui tremble légèrement depuis quelques années mais qui, au moment de poser la pointe du calibre, devient subitement ferme et précise. Il explique à Armand, sans regarder, en travaillant. Le moulage en sable d'une pièce de cette nature requiert d'abord un modèle, un patron en bois de la forme à couler, usiné aux côtes finales augmentées du retrait à la solidification, soit environ 18 millièmes par millimètre pour la fonte GG25. Marcel a quelque part dans ses étagères le modèle en poirier qu'il avait taillé pour lui-même en 1946, quand il travaillait encore à l'usine et qu'il avait voulu comprendre comment la couronne était produite. Il le cherche. Il le trouve dans une boîte en carton, enveloppée dans du papier journal daté du 12 novembre 1946. Il le pose à côté de la couronne fracturée, les compare. Il est bon, dit-il. Presque bon. Il faudra corriger la portée du siège d'un demi-millimètre sur le diamètre intérieur. Il prend un racloir et corrige. La copeaux de bois tombe sur l'établi, fin comme une feuille de papier. Ensuite, la préparation du sable. Le sable de moulage de Marcel est un sable argileux de la Loire, tamisé et mélangé à de la farine de charbon de bois dans une proportion de 9:1, le mélange qui donne la finesse de surface et la perméabilité au gaz qu'exige une pièce de précision. Il le prépare à la main, dans un bac en bois, humidifié au compte-gouttes jusqu'à la consistance exacte, celle qui s'agglomère sous la pression du poing sans s'effriter, sans coller, sans laisser d'empreinte grasse. Armand regarde faire, assis sur un tabouret dans l'angle de la forge, les avant-bras sur les genoux. Il ne parle pas. Il comprend qu'il n'y a rien à dire, que la moindre parole serait une perturbation dans une concentration qui ne se reconstitue pas facilement chez un homme de 68 ans debout depuis le matin. Marcel tasse le sable autour du modèle dans le cadre de moulage, couche après couche, avec ses poings et ses spatules. Il saupoudre de noir de fumée à chaque interface pour faciliter le démoulage. Il noie le canal de coulée et les évents. Ces conduits par lesquels les gaz s'échappent quand le métal en fusion remplace l'air dans le moule, avec la précision d'un anatomiste traçant les veines d'un organe. Quand le moule est fermé, il se redresse, pose les mains à plat sur le bac, et dit sans se retourner, « Maintenant il faut chauffer ». Il amorce le soufflet. Le charbon de bois dans le foyer prend vie sous le courant d'air, passe du gris au rouge en 3 minutes, puis au blanc orangé. Marcel place le creuset dans la braise avec des pinces longues. Il pose les lingots de fond un par un dans le creuset, avec la délicatesse de quelqu'un qui place des pièces dans un échiquier. Puis il attend. La fonte fond à 1250 degrés. Le creuset doit atteindre cette température de façon progressive, trop vite, et le métal absorbe des gaz qui forment des soufflures invisibles dans la pièce refroidie. Marcel ajoute du charbon par petites quantités, règle le rythme du soufflet, lit la couleur de la braise comme d'autres lisent un baromètre. La lumière dans la forge est celle d'un soleil couchant permanente, orange, mouvante, projetant des ombres longues sur les murs de pierre. Armand ne dit rien. Marcel ne dit rien. La fonte commence à briller dans le creuset, d'abord sombre comme de la lave, puis de plus en plus lumineuse, jusqu'à ce que la surface soit un miroir de feu. Armand rentre à la ferme ce soir-là avec rien dans les mains et 4 jours devant lui qui ressemblent à 4 murs. Il ne dort pas beaucoup. Il s'allonge sur le lit à 23 heures, les yeux ouverts dans le noir, et il fait et refait le calcul qui ne change pas. 4 jours de beau temps probable, peut-être 5 si la perturbation ralentit au-dessus du massif central. 140 hectares encore à moissonner. Une machine morte dans la parcelle ouest. Et à 40 km au sud, un vieil homme seul dans une forge qui tient dans la paume de la main l'unique espoir de la récolte de la croix. Le lendemain matin, il attelle le cheval. Il y a encore dans la remise, sous une bâche cirée, la vieille moissonneuse à traction animale que son père avait utilisée jusqu'en 1948. Elle est rouillée sur certaines articulations, les toiles de convoyage sont sèches et fendillées à 2 endroits, mais les organes coupants sont bons et les engrenages tournent encore. Armand passe 2 heures à la graisser, à remplacer une courroie, à tendre les toiles avec des bandelettes de cuir cousues au point de sellier. Son fils Édouard, 19 ans, l'aide sans poser de questions. C'est ce que font les fils de céréaliers dans le Berry. Ils aident sans poser de questions, parce qu'ils comprennent que les questions peuvent attendre et que le blé, lui, n'attend pas. Ils commencent sur les parcelles secondaires. Les plus petites, celles que la moissonneuse peut avaler à un rythme raisonnable. Le rendement est environ le tiers de celui de la HV2.
Armand le sait. Édouard le sait. Ni l'un ni l'autre n'en parle. De l'autre côté du chemin rural, le bulldog de Théodore mange ses andins avec une régularité de métronome. Armand l'entend sans le regarder, ce battement grave et patient qui avance, 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 d'est en ouest sur la parcelle nord, puis de retour d'ouest en est, infatigable. En fin de première journée, Théodore a couvert ce qu'Armand aurait couvert lui-même en une matinée avec la SFV. L'écart est visible, mesurable, silencieux comme une dette. Édouard ne dit rien sur Théodore. Il ne regarde pas de l'autre côté du chemin. C'est une délicatesse d'homme jeune qui comprend ce que son père ressent sans que son père l'ait formulé. Chaque soir à 19 h, Armand reprend la traction avant et descend à Saint-Amand. Il trouve Marcel dans la forge. Chaque soir, la même lumière orange dans l'entrebâillement de la porte, la même odeur de charbon et de métal chaud, le même silence de concentration absolue. Marcel répond à ses questions en peu de mots. Le moule sèche bien. La fonte est prête. Demain je coule. Ou bien, j'attends encore une nuit. Le sable n'est pas encore à la bonne température. Armand hoche la tête, remercie, repart dans le noir sur la route du plateau. Le troisième jour, il arrive à Saint-Amand et trouve Marcel debout devant l'établi, les bras croisés, le regard fixe sur la couronne démoulée posée entre eux. Il y a une fissure. Fine comme un cheveu, longue d'environ 2 cm, courant depuis le bord de la portée inférieure vers le flanc de la coupole. Pas au même endroit que la fissure originale, ailleurs, différente, mais là. Présente. Réelle. Marcel la montre à Armand du bout de l'ongle sans commenter. Armand se penche, la regarde. Il se redresse. Il attend. Marcel dit enfin, d'une voix parfaitement égale. Le sable avait un excès d'humidité sur le côté gauche du moule. La fonte a refroidi trop vite sur ce flanc. Il marque une pause. Il me reste assez de métal pour refondre la pièce. Mais c'est la dernière charge. La dernière charge. Armand entend ces mots et il sent dans sa poitrine quelque chose qui ressemble à la façon dont le sol se dérobe sous le pied quand on pose le talon sur une planche vermoulue, cette fraction de seconde où l'on comprend avant même de tomber. Il regarde Marcel. Marcel a déjà remis la couronne défectueuse dans le creuset. Il est en train de réamorcer le soufflet. Il n'a pas l'air d'un homme défait. Il a l'air d'un homme qui recommence. Armand rentre dans la nuit. Le baromètre sur le mur de la cuisine a légèrement baissé. Le 4e matin, Armand ne dort pas du tout. Il est dans la cour à 3 heures, assis sur le muret de la citerne, dans le noir complet, à écouter les grillons et le vent qui s'est levé depuis l'ouest dans la nuit, un vent tiède, légèrement humide, qui ne dit rien de bon pour les prochaines 48 heures. Il attend 5 heures. Puis il prend la traction avant. La route de Saint-Amand est déserte à 7 heures, couleur de cendre sous les phares. Les platanes défilent de chaque côté en nombre régulière. Armand ne pense à rien de précis. Ou plutôt, il pense à tout en même temps, de cette façon confuse et épuisante qui arrive quand on a trop peu dormi et trop attendu. Il pense à son père et au cahier noir. Il pense à Édouard qui travaille sans se plaindre depuis 4 jours avec un cheval et une machine vieille de 20 ans. Il pense aux 80 hectares de la parcelle ouest, au blé qui attend, à la perturbation qui remonte du sud-ouest à une vitesse que le bulletin d'hier soir évaluait à 40 km par jour. Il arrive rue du Vieux Moulin, au lever du soleil. Marcel est dehors, sur le pas de la porte de la forge. Il tient la couronne dans ses 2 mains, les bras légèrement tendus devant lui, dans la posture de quelqu'un qui présente un objet à la lumière du matin pour en lire la surface. Quand Armand sort de la voiture, Marcel lève les yeux et dit, sans préambule, sans sourire. Elle est bonne. Armand traverse le jardin en 4 pas. Marcel lui tend la pièce. Armand la prend, la retourne, passe les doigts sur chaque surface, sur la portée du siège, sur la coupole interne, sur la soudure de moulage. Sa surface est lisse et dense, d'un gris sombre uniforme, sans soufflure, sans micro-fissure visible, avec cette légère brillance de graphite que prend la bonne fonte GG25 quand elle a refroidi dans les conditions exactes. Armand pose la pièce sur le capot de la traction avant et sort de sa poche la couronne fracturée originale. Il les aligne côte à côte. Les côtes correspondent. La portée est identique. Le diamètre de la coupole est juste. Marcel a passé l'aube à finir les surfaces à la lime, une lime bâtarde de 200 mm pour les grandes surfaces, puis une lime queudra pour les congés internes, puis un papier de verre fin tendu sur un bloc de bois pour la portée du siège. 40 ans de pratique dans les gestes, la mémoire des tolérances dans les mains, sans compas, sans micromètre pour les finitions, juste l'œil et le toucher d'un homme qui a fait ce travail des milliers de fois dans une usine qui n'existe plus tout à fait de la même façon. Il monte la couronne sur le bloc moteur que Marcel a installé sur l'établi depuis la veille.
Armand tient Marcel vis et pour le serrage final, ces vieux moteurs semi-diesel n'ont pas de couple de serrage normalisé noté dans un manuel, les tolérances sont dans les mémoires des hommes qui les ont construits. Marcel pose simplement la main à plat sur la couronne fixée et dit « c'est bon ». Armand charge le bloc sur la banquette arrière, remercie Marcel, lui serre la main. Marcel dit « allez vite ». C'est tout. Le remontage du moteur dans la parcelle ouest prend 1h20. Armand travaille seul avec sa caisse à outils, à genoux dans la poussière sèche du champ, sous un soleil qui est déjà haut et déjà chaud. Chaque geste est fait avec soin. Pas de précipitation, parce que la précipitation sur un moteur semi-diesel, c'est la rayure d'un joint, c'est une vis trop serrée sur une fonte chaude, c'est recommencer depuis le début. Puis le chalumeau. Armand sort le chalumeau de son étui et dirige la flamme bleue sur la nouvelle couronne. La fonte est vierge, froide, sans aucune histoire thermique, elle met quelques secondes de plus à prendre la couleur. Armand attend, les genoux dans la poussière, la flamme en main, avec la patience qu'il a toujours eue pour ce rituel. Le rouge cerise monte dans la coupole, s'approfondit, atteint la nuance exacte que 20 ans de matin lui ont appris à reconnaître. Il pose le chalumeau. Saisit la manivelle. Poum. Puis poum poum. Puis le battement régulier, grave, cardiaque, qui roule sur le plateau du Berry et rebondit sur les murs de la ferme à 200 mètres de là. Édouard, debout à l'orée de la parcelle, entend le moteur reprendre. Il retire son chapeau de paille et le tient contre sa poitrine, les yeux sur la machine, sans rien dire du tout. Il est 8 heures du matin et Armand est déjà dans sa deuxième rangée. La SFV avance sur la parcelle ouest avec cette régularité tranquille qui est sa nature propre. Pas rapide, pas spectaculaire, mais constante absorbant les andins avec une précision mécanique qui ne fatigue pas, ne se plaint pas, ne ralentit pas dans les coins. La couronne neuve chauffe normalement, se stabilise à sa température de régime en 20 minutes, et ne donne aucun signe qui ne soit celui d'une pièce correctement ajustée dans un moteur qui la reçoit comme si elle avait toujours été là. Édouard conduit le tombereau attelé en va-et-vient depuis la parcelle jusqu'à la grange, vide, charge, repart, sans un mot superflu, dans ce rythme de travail qui est la langue commune des hommes qui moissonnent ensemble depuis l'enfance. Le ciel à l'ouest est encore propre, mais sa lumière a changé depuis hier. Ce n'est pas une lumière qui inquiète immédiatement. Pas de nuages bas, pas de voile de cirrus annonciateur, mais cette clarté légèrement laiteuse à l'horizon, cette douceur dans l'air qui n'est pas de la fraîcheur mais de l'humidité qui monte, que tous céréaliers du Berry reconnaissent pour ce qu'elle est, le signe avant-coureur d'un front qui approche. 12 heures. Peut-être 18. Pas davantage. Armand ne regarde pas l'horizon plus d'une seconde. Il regarde devant la machine. Dans l'après-midi, le vent forcit depuis le sud-ouest. Il couche légèrement les épis qui restent, leur donnant cet aspect penché et pressé des blés qui sentent venir la pluie. La SFV avance. Édouard fait ses allers-retours. Les heures passent avec la densité particulière des heures de travail intense, où le temps n'est plus mesuré en minutes mais en surface couverte, en chargement effectué, en andins avalés. À 17 heures, Théodore Krantz traverse le chemin rural. Il n'apporte rien. Il ne dit rien en arrivant. Il s'arrête au bord de la parcelle ouest et regarde la SFV travailler, les bras croisés, le chapeau incliné contre le soleil déclinant. Il reste ainsi 5 minutes, peut-être 10. Armand le voit du coin de l'œil à chaque passage, mais ne s'arrête pas. Théodore ne fait pas signe qu'il devrait s'arrêter. Il n'y a rien à dire entre eux que les deux hommes ne sachent déjà. Théodore a terminé sa propre récolte la veille au soir. Il a vu pendant 5 jours la parcelle ouest des Delacroix immobile, morte, le tracteur arrêté au milieu des blés comme un animal blessé. Il a vu ce matin le moteur reprendre. Et maintenant il voit Armand rattraper en une journée ce qu'il a perdu en 5. Pas complètement, pas entièrement, mais suffisamment pour que ça compte. Pour un homme comme Théodore Krantz, traverser le chemin rural et rester debout en silence au bord du champ de son voisin est la forme la plus haute du respect qu'il sache exprimer. Armand le sait. Il ne lève pas la main. Il avance. Théodore repart à la tombée de la nuit. Il travaille sous les phares jusqu'à 22 heures. Puis jusqu'à minuit. Édouard ne demande pas à s'arrêter. Armand ne propose pas de s'arrêter. Le tombereau fait ses rotations dans l'obscurité, les phares de la HV2 découpent 2 cônes de lumière jaune dans le noir de la parcelle, et le battement du 2 temps continue, régulier et têtu, sur le plateau silencieux. À 2 heures du matin, les premiers gouttes tombent. Armand est dans la cour, en train d'éteindre le moteur. La dernière gerbe est dans la grange depuis 20 minutes. Les 80 hectares de la parcelle ouest sont rasés, nets, la paille couchée en andins réguliers que la pluie peut mouiller sans conséquence. L'orage arrive par le sud-ouest en grondant doucement, lointain encore, mais présent. Armand reste dans la cour sous les premières gouttes, les mains dans les poches,
le visage levé vers le ciel noir. La récolte est faite. L'automne 1954 fut pour Armand Delacroix une saison de comptes. Il y avait les comptes ordinaires, les rendements, les prix à la coopérative céréalière de Vierzon, les factures de la moisson, le bilan que tout céréalier tire en septembre quand les greniers sont pleins et que la poussière de la batteuse est retombée. Ces comptes-là étaient corrects. Pas excellents, les 80 hectares de la parcelle ouest avaient souffert de 5 jours de retard et accusaient un déficit de 7 à 8 quintaux à l'hectare sur le reste du domaine. Mais correct. Il avait sa récolte. Il avait sa maison. Il avait son fils. Et puis il y avait l'autre compte. Celui qu'on ne pose pas sur le papier mais qu'on fait dans sa tête, lentement, pendant les longues soirées de septembre quand la lumière baisse tôt et que les champs vides rendent le silence plus dense. Ce compte-là, Armand le fit pendant plusieurs semaines. Il y revint régulièrement, le retourna dans tous les sens, l'examina sous chaque angle, jusqu'à ce qu'il en vit clairement la conclusion. La machine n'avait pas failli. La machine avait été trahie par le vide autour d'elle. La SFV HV2 était une pièce d'ingénierie aussi solide et aussi juste que tout ce qu'il avait jamais opéré. La couronne qu'elle portait depuis 40 ans dans sa fonderie mère à 10 km de là aurait dû être disponible en 2 heures dans n'importe quel dépôt du département. Elle ne l'était pas. Et cet écart entre la qualité de la machine et la fragilité du réseau qui la soutenait avait failli coûter à la famille Delacroix une récolte entière. Armand décida que cela ne se reproduirait pas. Ni pour lui, ni pour personne d'autre. Il commença ce même automne par le cahier de son père. Il le reprit, le compléta, l'augmenta, non seulement les noms des artisans et des dépôts, mais les références de chaque pièce critique de chaque modèle SFV présent dans le canton, les tolérances usinées de mémoire par Marcel Touzet et consignées maintenant par écrit dans un registre relié de toile bleue, les sources d'approvisionnement alternatives pour les composants de fonderie, les délais réels de chaque fournisseur en période de pointe. Il visita les 12 exploitations du canton qui utilisaient des machines SFV. Il leur montra le registre. Il leur parla de la couronne, de la fissure, des 7 jours perdus, des 5 jours qui lui avaient resté. Aucun de ces hommes n'avait besoin qu'on leur explique ce que signifiait perdre une semaine pendant la moisson. En mars 1955, la coopérative du matériel agricole de Berry tint sa première réunion dans la salle des fêtes de Vierzon. 16 exploitants présents. Un règlement simple. Chaque membre verse une cotisation annuelle proportionnelle à sa surface, qui finance un stock tournant de pièces critiques pour tous les modèles de machines représentés dans le groupe. Ce stock est gardé dans un local chauffé chez Armand, inventorié 2 fois par an, renouvelé dès qu'une pièce est utilisée. Quand un membre est en panne, il appelle. La pièce lui est livrée dans la journée, au coût de remplacement, sans marge. La CMAB ne fut jamais une grande institution. Elle ne figura jamais dans les journaux agricoles nationaux. Elle n'eut pas de président célèbre ni de tribune à la foire de Paris. Elle fut simplement, pendant 30 ans, la raison pour laquelle aucun des 16 membres fondateurs, et les 32 qui les rejoignirent dans la décennie suivante, ne perdit une récolte complète par manque de pièces. En avril 1956, Armand organisa la réunion inaugurale officielle de la coopérative, avec la remise formelle du premier registre des tolérances. Il avait invité Marcel Touzet. Marcel arriva seul, en quart depuis Saint-Amand, avec son vieux chapeau et son costume du dimanche. Il prit place au dernier rang. Armand fit son discours. Un discours bref, comme tous ces discours, qui disaient l'essentiel et rien de plus, qu'une machine sans réseau est une machine seule, et qu'un homme seul dans un champ avec une machine morte comprend cela d'une façon qu'on n'oublie pas. Quand il eut terminé, il chercha Marcel du regard dans le fond de la salle. Marcel hocha la tête une fois. C'était suffisant. Armand Delacroix continua à exploiter son domaine jusqu'en 1971, année où Édouard prit officiellement la direction du domaine. La SFV HV2 fonctionna jusqu'en 1963, accumulant plus de 8000 heures de travail sur le plateau du Berry. La couronne moulée par Marcel Touzet dans la forge de la rue du Vieux Moulin ne fut jamais remplacée. Les machines étaient égales. Les réseaux ne l'étaient pas. Alors un homme bâtit le sien. Si cette histoire vous a touché, si vous reconnaissez dans Armand Delacroix la silhouette d'un grand-père, d'un père, d'un voisin qui savait ce que signifie tenir une terre avec les seuls outils que l'on peut réparer soi-même, alors abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous racontons une nouvelle page du patrimoine agricole français, ces machines, ces hommes, ces savoir-faire que le temps n'a pas effacés. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui connaît le son d'un semi-diesel au petit matin. Et dites-nous en commentaire, quelle machine de votre région mérite qu'on raconte son histoire? Nous vous lisons. Nous sommes là.